Bonjour, vous avez annoncé une année 2024 record. Quels sont les principaux enseignements de ces chiffres? En fait, les principaux enseignements de l'année 2024, c'est qu'on n'écoute pas suffisamment le consommateur, on n'écoute pas suffisamment l'automobiliste. Donc si on regarde l'évolution du marché, finalement avec un moins 3%, on pourrait se dire que c'est plutôt favorable, sauf qu'il est à moins 22% par rapport à 2019. Donc on est en fort retrait. Et au contraire, BMW a battu un record historique avec plus de 67 000 livraisons. BMW a une part de marché de près de 4%, qui est un record historique pour une marque premium. Et en fait, la différence est due au fait que nous soyons proches des besoins et des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, les réglementations changent. On en parlait tout à l'heure, 16 réglementations en 5 ans. Donc globalement, le consommateur ne sait pas quoi acheter comme véhicule. Et en l'occurrence, chez BMW, on vient pour acheter une BMW, pour acheter un X3, pour acheter un X1, et ensuite on choisit sa motorisation. Et là, on peut choisir une motorisation thermique, électrique ou hybride rechargeable selon ses besoins. Et le fait de pouvoir coller aux attentes du consommateur permet de faire la différence par rapport à une évolution du marché qui est plus compliquée. Finalement, ce mix, il est important et c'est ce qui fait la différence selon vous? Il est clé et on le voit dans notre succès. Pourquoi on a réussi à progresser de 13% là où le marché est en baisse de 3% et par rapport à 2019, nous on progresse de 14%. Donc le marché est à moins 22%. Parce qu'on a un mix bien équilibré, 25% de ventes de véhicules 100% électriques, 26% de véhicules hybrides rechargeables pour ceux qui veulent électrifier leur mobilité, mais qui ont encore des doutes par rapport à l'autonomie, et 49% de ventes de véhicules thermiques, parce qu'on a encore des clients qui roulent beaucoup et qui ont des problèmes de recharge, qui savent pas où se recharger ou comment se recharger par rapport aux infrastructures et qui finalement préfèrent rester en thermique aujourd'hui. Après une aussi bonne année 2024, comment on envisage 2025? En fait, on envisage 2025 avec des opportunités à aller saisir. C'est vrai que dans une période d'incertitude, la croissance est mise à mal. Il est certain qu'il faudrait un petit peu plus de clarté pour accélérer la croissance. Et notre position est de renforcer la présence de BMW, de Mini, de BMW Motorrad sur le marché français en saisissant toutes les opportunités. Et la première opportunité, c'est les 100% électriques, le développement de l'électrification, et on s'engage à avoir une croissance à 2 chiffres l'année prochaine, encore une fois pour le BMW Group en France, en vente de véhicules 100% électriques, en partant avec une base relativement élevée, parce que justement, on va aller saisir toutes les opportunités. Vous avez annoncé beaucoup de changements réglementaires. Qu'attendez-vous justement du gouvernement pour l'année 2025? J'attends 3 choses. Alors, on est déjà bien entamé sur 2025, donc maintenant il faut regarder plus loin que 2025. Mais globalement, j'attends 3 choses. C'est de l'anticipation, c'est de la stabilité et c'est de l'incentive en fait. C'est arrêter le punitif, mais au contraire essayer d'accompagner positivement les nouvelles technologies, la confiance des consommateurs, parce que très clairement une telle instabilité et un tel manque de clarté crée l'attentisme en fait, ou renforce l'attentisme. BMW Group a mis l'électrique, a donné une place centrale à l'électrique, et c'est un succès. Oui, très clairement, puisque aujourd'hui, au niveau mondial, je parle pas en France, au niveau mondial, en 2024, on a un mix de 17% de véhicules 100% électriques. On a un mix de 24% de véhicules électrifiés pour accompagner la transition. Et surtout, c'est un succès parce qu'on a commencé il y a longtemps. En fait, c'est une stratégie qu'on a commencé à implémenter en 2008, il y a 17 ans. Et on a commercialisé notre premier véhicule 100% électrique en 2013, la BMW i3. Et cette expérience fait que nous pouvons faire la différence aujourd'hui et nous allons continuer à la faire. Et quand on parle de l'électrique, on parle de l'électrique à batterie qui est disponible aujourd'hui. Mais il est important de ne pas être exclusif sur une technologie, mais de travailler sur une ouverture des technologies permettant d'assurer une mobilité plus responsable. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'hydrogène. On travaille sur l'hydrogène depuis 40 ans. Et on a annoncé la commercialisation d'un véhicule hydrogène dans 3 ans. 3 ans, c'est demain, 2028. Donc oui, on croit à l'électrique et on va continuer à renforcer notre position sur ce segment. Justement, pour l'hydrogène, 2028, c'est demain et en même temps, c'est encore long. Comment ça se fait que ça a du mal à se mettre en place? Pourquoi l'électrique a du mal à se développer? Simplement parce que la transformation demande du temps, demande de l'investissement, demande de la conviction.
demande de la visibilité aussi. Donc l'électrique, je vous l'ai dit, c'est une stratégie qu'on a commencé en 2008, première commercialisation en 2013, et aujourd'hui 25% de nos ventes en France et 17% de nos ventes au niveau mondial. Pour l'hydrogène, c'est pareil. Il faut aussi une infrastructure. Si vous avez une voiture hydrogène aujourd'hui, le nombre de stations est relativement limité. Par contre, en 2030, l'Europe impose une station hydrogène à minima tous les 200 km. Donc ça va aussi, on veut être moteur, donc on veut pas être suiveur. Donc c'est pour ça qu'on prend la main sur le lancement d'un véhicule hydrogène. Mais il est certain que derrière, il faut que les infrastructures suivent pour que les consommateurs puissent utiliser cette nouvelle technologie qui a plein d'avantages. Ce sera pas pour toute la mobilité à zéro émission. Pour la mobilité urbaine, on est convaincu que la batterie est parfaite. En revanche, quand on a besoin d'autonomie, de plus d'autonomie que l'électrique à batterie, quand on veut pas dépendre du froid, on le voit avec l'hiver, l'hydrogène ne dépend pas de la température. Et quand on veut renforcer la souveraineté européenne, parce que avec l'électrique à batterie, on dépend un petit peu de l'Asie, la technologie hydrogène dépend beaucoup moins de matières produites ou raffinées en Asie. Mais quand on veut ces trois éléments, l'hydrogène peut répondre à cette demande. L'hydrogène est très consommateur d'énergie. Comment on va faire d'ici 2030 pour s'adapter à ce que ça demande moins d'énergie et que ce soit vraiment une solution verte de déplacement? Alors ça demandera toujours autant d'énergie, c'est certain, mais par contre la production doit être une production durable, vous avez entièrement raison, mais c'est valable pour l'électrique aussi, pour l'électrique à batterie, puisque si vous roulez dans une voiture qui a été rechargée avec de l'électricité produite par une centrale à charbon, on répond pas au problème de décarbonation de la mobilité. L'hydrogène, c'est la même chose. L'hydrogène doit être fabriqué de manière durable et vous avez un certain nombre d'entreprises et c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires, qu'on travaille avec les startups via le Move Lab ou l'Alliance pour la décarbonation de la route parce que il est indispensable de pouvoir produire cette énergie de manière durable, l'hydrogène de manière durable. Et nous sommes en rapport avec une entreprise, une entreprise qui grandit maintenant. C'est plus une startup, c'est pas une petite entreprise, qui s'appelle Life, qui produit uniquement avec de l'énergie renouvelable. En fait, c'est avec de l'hydraulique qui produit l'hydrogène. Et il faudra faire en sorte que cette énergie soit durable pour faire en sorte qu'on reste sur une mobilité à zéro émission à l'usage. La stratégie que vous avez sur les compacts, on voit sur les concurrents que vous avez, ils ont déjà développé sur les compacts des voitures hybrides ou électriques. Or aujourd'hui, sur la série 1, on n'en voit pas encore. Quelle est la raison? Alors, la raison est très simple, c'est que on souhaite être présent dans tous les segments en termes de véhicules 100% électriques, et c'est le cas. Aujourd'hui, on répond à 90% des segments, et c'est vrai qu'on n'est pas présent sur la série 1, ce qui ne nous empêche pas d'être leader en vente de compacts l'année dernière sur le segment premium de la série 1. Mais pourquoi? Parce qu'on arrive à répondre à la demande avec un certain nombre de véhicules, et notamment la gamme Mini, puisqu'on est en 100% électrique sur la Cooper, on est en 100% électrique sur l'Aceman que vous avez vu tout à l'heure, on est en 100% électrique sur le XE1, donc on considère qu'on répond à la demande de cette mobilité compacte pour ne pas avoir à proposer aujourd'hui un véhicule hybride rechargeable ou 100% électrique sur la série 1. On répond à la demande avec les véhicules qu'on a dans la marque. Et très bien. Et pourquoi vous n'avez pas des voitures hybrides? Aujourd'hui, c'est hybride rechargeable. Alors, on a de l'hybride 48 volts. On a ce qu'on appelle le mild hybride, qui permet quand même de gagner un certain niveau d'émissions de CO2. Et on n'a pas d'hybride tout court parce qu'on a décidé de développer et d'investir sur des technologies alternatives que sont le 100% électrique, et on voit le succès aujourd'hui, et l'hybride rechargeable, et parce qu'on croit aussi au 100% électrique, et que il nous paraissait important d'aller sur l'hybride rechargeable parce que c'est vraiment la transition naturelle entre le pur thermique et le pur 100% électrique. Donc c'est pour ça qu'on a fait le pari de l'hybride rechargeable, qui en plus marche plutôt bien puisque c'est 26% de nos ventes en France pour BMW, et c'est 7% de nos ventes au niveau mondial. Et sur la série 1, est-ce qu'on envisagerait dans l'avenir à développer une hybride? Alors là, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut jamais dire jamais. Donc je ne dirais pas que cette technologie ne sortira jamais sur la série 1, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. Et une dernière question sur votre stratégie par rapport aux voitures qu'on voit arriver de Chine.
Est-ce qu'il y a une inquiétude chez les constructeurs européens par rapport à ces voitures chinoises? Alors, chez les constructeurs européens, je ne sais pas. Chez BMW Group, non. Pourquoi? Parce qu'on considère que la concurrence nous a toujours permis de progresser, d'innover, de nous différencier. Et l'arrivée de nouveaux constructeurs, c'est pas nouveau en fait. Il y a 40 ans, c'était les constructeurs japonais qui arrivaient en Europe. Et on voit bien que il y a 40 ans, en France, BMW vendait 25 000 voitures. Il y a 25 ou 30 ans, ce sont les constructeurs coréens qui sont arrivés en Europe. Et à l'époque, on vendait 35 000, 40 000 voitures. Et maintenant, les Chinois arrivent et on a vendu 67 000 voitures l'année dernière pour BMW en France. Donc, on voit bien que l'arrivée de nouveaux intervenants, nouveaux constructeurs n'empêche pas la croissance de BMW comme celle de Mini ou de BMW Motorrad, et ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la concurrence crée la dynamique, crée l'innovation et permet aux meilleurs de se différencier, et on souhaite être les meilleurs, justement.